vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons du design intégré dans un organisme de recherche avec Bruno Truong, designer au CEA. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel. Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans 4 domaines: la défense et la sécurité, les énergies bas carbone, nucléaires et renouvelables, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale, sciences de la matière et sciences de la vie. Le CEA est implanté sur 9 centres répartis dans toute la France. C'est dans un lieu de plus de 3000 m² dédié à l'innovation, appelé le White Spot, que les designers intégrés travaillent. Bonjour Bruno, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Annabelle, alors je vais me présenter, donc Bruno Truong, je suis designer de produits et de services au CEA, qui est un grand centre de recherche scientifique et technologique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je vais présenter peut-être un peu mon parcours. Donc mon parcours, alors moi j'ai un passé d'ingénieur, donc je fais mes études aux mines de Saint-Étienne, une spécialité autour des matériaux. Et puis ensuite j'ai travaillé 3 ans dans un centre de recherche d'une grande entreprise française qui s'appelle Nexans, qui fabrique des câbles électriques, systèmes électriques. Donc voilà, je travaillais là-bas sur de la simulation mécanique, simulation numérique par élément fini, pour ceux à qui ça parle. C'était assez passionnant en réalité. Et puis au bout de 3 ans, c'est vrai que de la conception comme ça, je me suis dit il y a des choses qui me manquent, et je sentais que je prenais la conception que par le petit bout de la lorgnette, un bout vraiment que technique, et les aspects déjà de l'usage, du sensible aussi m'échappaient un peu dans ce métier-là. Donc j'ai eu vraiment envie de changer, ça me travaillait depuis longtemps. Et donc j'ai présenté au concours de l'ENSI des ateliers. Et j'ai été pris, et donc j'ai pas refusé. Et c'était parti pour le cursus créateur industriel à l'ENSI. Et puis là, du coup, j'ai dû développer aussi une sorte un parcours un peu qui est propre, où finalement au début je me suis un peu éloigné de la science, j'essayais d'explorer d'autres choses. Et puis chasser le naturel, il revient au galop. Et finalement, au final, mon diplôme a été un petit peu une hybridation entre mon passé d'ingénieur matériaux, et puis où j'ai abordé les matériaux vraiment par les équations, par la science, et puis une approche de designer plus empirique, plus pratique, où finalement j'ai beaucoup plus touché de matériaux en école de design qu'en école d'ingé. Et voilà, mon diplôme, j'ai travaillé avec des scientifiques avec une approche de designer. C'était assez intéressant. Et puis ensuite, à l'issue de ça, assez naturellement en fait, je suis rentré au CEA, parce que je sentais bien qu'il y avait une hybridation qui faisait vraiment écho en fait à mon parcours. Donc là, j'y suis depuis presque 6 ans. Et donc le temps passe, et je suis assez fier, même très fier de faire partie de ça. C'est une grande famille scientifique avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà où j'en suis. Très bien, merci. Peux-tu nous expliquer pourquoi il y a du design au CEA ? Alors oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire qu'il y a des designers dans un centre de recherche scientifique. C'est quand même pas une évidence. Alors ce qui se passe, c'est que depuis la création du CEA en fait en 1945, par le général de Gaulle, c'est que la logique dominante, c'est quand même une logique de poussée technologique en fait, de pousser les recherches technologiques. Et c'est vrai que à un moment, cette logique-là, elle peut plus se suffire à elle-même, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il faut venir la confronter aux autres choses. Donc c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu une initiative de personnes assez pionnières en fait au CEA qui se sont dit on va essayer de porter un regard un peu orthogonal, un peu différent à toutes ces recherches. Et sont nés divers ce qu'on appelle des open labs en fait, des laboratoires un peu différents. Il y en avait 3. Maintenant, il y en a plus que 2, mais il y en a un qui était l'atelier Art Science, qui existe toujours, donc qui est vraiment accompagner la recherche d'un regard d'artiste. Donc là, c'est assez actif. Il y a beaucoup de spectacles vivants notamment qui sortent où on vient faire travailler un chercheur et un artiste. Donc ça apporte un regard très intéressant en fait. Ça vient éclairer autrement la science et la recherche.
un autre Open Lab qui est Ideas Lab, donc qui est plus une logique de think tank, en fait, vraiment où on vient réfléchir avec plusieurs partenaires autour d'une thématique commune. Donc je sais pas, pour être un peu bateau, je vais dire la mobilité en ville par exemple. Et ben on va faire travailler à la fois peut-être une communauté de communes avec un industriel qui fait des routes et avec je sais pas avec une entreprise qui fait je sais pas des systèmes électriques. Et puis on va voir comment ils arrivent à construire une réflexion et puis à se projeter dans l'avenir autour de cette thématique. Et puis le troisième Open Lab qui aujourd'hui malheureusement n'est plus d'actualité, c'était les ateliers un atelier de projet en fait de l'ENSI qui avait lieu ici. Donc il y avait 6 mois des élèves qui venaient travailler sur des thématiques de recherche. Donc ces trois laboratoires un petit peu différents, ils ont ouvert la voie à de nouvelles manières on va dire d'aborder la technologie. Et puis en parallèle de ça en fait, donc moi c'est là-dedans que je suis arrivé, il y a eu la mise en place de showrooms, donc d'espaces d'exposition des technologies, où là l'idée c'était de pouvoir mettre en lien en fait des acteurs de la recherche et des acteurs soit du public, soit de l'entreprise. Alors pourquoi ? Parce que l'enjeu du CEA et notamment de la direction de la recherche technologique, c'est de transférer les recherches du laboratoire vers la société, faire du transfert industriel. Et il fallait pour ça des lieux en fait qui permettent aux gens de se rencontrer, parce que voilà, il n'y a pas forcément de raison qu'un spécialiste de l'électronique et qu'un PDG de PME puisse comme ça naturellement se parler. Il faut un support de médiation, etc. Donc là il y a eu un besoin de design, donc c'est comme ça que ça c'était un besoin aussi qui a permis de remplir le design. Et en fait finalement je fais un peu des digressions mais je vais conclure. Finalement le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, qui s'appelle le Wavespot, qui est un centre d'innovation, vient en fait synthétiser, on va dire, toutes les compétences qui ont été accumulées en fait à la fois dans ces Open Labs et à la fois dans ce travail autour des showrooms et de la médiation scientifique et technologique. Voilà. Et comment a évolué le design au CEA du coup ces dernières années ? Alors c'est vrai que le design a vraiment commencé, les designers embauchés sur cette thématique de la démonstration technologique, donc des showrooms. Alors c'est vrai que c'est presque une thématique en soi, cette logique de démonstrateur technologique. Il y a plein de choses assez marrantes, parce qu'en fait on vient concevoir des objets qui sont un peu indéterminés, c'est-à-dire qui viennent démontrer certains principes techniques de technologie, mais ça doit pas encore être des produits, parce que ce ne sont pas encore, et puis en même temps la techno est pas non plus encore complètement robuste, donc on est comme ça sur des niveaux de maturité qui sont parfois très variés. Puis en même temps il faut que ça aide les personnes qui visitent à se projeter aussi dans des possibles intégrations, des choses comme ça. Sur l'aspect design produit aussi, il y a des choses assez marrantes que je mentionne juste, c'est que du coup, par la force des choses, on vient dessiner des démonstrateurs qui ont une forme de simplicité formelle très très épurée, parce que justement ils sont un peu indéterminés, on ne sait pas encore dans quel domaine industriel ou quels usages ils vont se déployer. Donc il y a un truc un petit peu aseptisé d'une certaine manière, mais qui devient aussi une marque de fabrique et a presque une logique un peu pictographique en fait dans la manière dont on a dessiné ces démonstrateurs, aussi pour qu'il y ait une lisibilité immédiate et aussi parce pour ne pas rajouter de la complexité à la complexité, il faut quand même bien se rendre compte que les thématiques techniques qu'on traite c'est quand même assez pointu, et donc si en plus dans la manière dont on le démontre il y a beaucoup de complexité, ça va vraiment pas servir le propos, quoi. Puis il y a des logiques aussi de hublot. C'est vrai que on vient laisser voir les entrailles aussi parfois techniques de certaines choses. C'est pas des choses qu'on voit classiquement dans les objets industriels. Donc ça c'était juste pour l'anecdote, mais en tout cas c'était vraiment la première grande phase en fait a été autour de ces aspects de vulgarisation. En même temps, on a cultivé toujours dès le début, les premières années, un lien très fort avec des ingénieurs mécatroniciens avec qui on travaille et on travaille toujours,
qui sont des ingénieurs qui sont pas dans les labos mais qui étaient avec nous et qui sont alors nous on s'amuse à dire que c'est des ingénieurs indisciplinés parce qu'ils le sont, et aussi parce que ils sont pas campés sur une discipline particulière, donc ils vont à la fois pouvoir faire de la fluidique, l'électronique, la mécanique, etc. Donc ils touchent à tout, et ça nous a permis aussi, grâce à ce travail commun avec eux, de nous crédibiliser auprès des laboratoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, quand on arrive en tant que designer, il y a tout un inconscient collectif autour du design, l'idée que les gens s'en font, surtout dans le champ technique, il peut y avoir vraiment une incompréhension sur ce métier. Et donc on a vraiment fait attention à se rapprocher plus de sujets techniques au début, pour poser un peu les bases de ce qu'on voulait être un design au sein d'un laboratoire, c'est-à-dire un design qui vient poser les bonnes questions, qui aussi un peu pose des questions techniques, qui est vraiment pas en surface, qui est vraiment en profondeur. Et voilà, ça nous a amené à faire des projets un peu plus techniques, à poser des brevets parfois aussi en tant que designer. Donc c'est des choses qui viennent marquer aussi un peu et puis crédibiliser. Donc ça, c'était un point important. Et puis maintenant, je pense qu'on a un peu fait nos marques en fait. Donc j'ai envie de dire, enfin en tout cas, je me permets un peu plus sinon de revenir sur aussi ce que doit être un regard de design. C'est un regard très stratégique, un regard très humain. Donc là, depuis 3-4 ans, on va dire, on est beaucoup dans l'accompagnement stratégique aussi, soit de grandes entreprises, soit des labos, soit de certaines startups aussi qui sont au sein du CEA, des PME aussi. Et voilà, on vient porter un regard humain sur leurs projets, toujours avec les mécatroniciens également, donc on a aussi un apport technique. Et puis sur des méthodologies aussi, donc, le fait de construire des méthodologies, le fait d'avoir aussi cette logique de médiateur. Donc ça vient compléter en fait ce cœur très technique qu'on a eu par le passé. Donc tout ça vient s'accumuler. On continue aujourd'hui à faire des démonstrateurs, donc ça donne des projets assez riches et variés. Et puis on s'est aussi musclé ces dernières années, ça c'est une évolution importante du design au CEA, avec des nouvelles compétences en design d'interaction, en design immersif. Et voilà, et le Y-Spot finalement vient, on va dire, concrétiser cette approche systémique où on essaye aussi de sortir cette dichotomie en fait techno-push, market-pull en fait. On essaie grâce pas seulement avec le design mais aussi des chefs de projet innovation, on s'accompagne aussi du bureau marketing du CEA pour avoir un regard très très complet en fait, très holistique, et prendre des projets vraiment dans leur globalité, tout en ayant effectivement ce cœur, ces racines en fait design et mécatronique. Donc Bruno, maintenant, peux-tu nous expliquer quelle est la place d'un designer dans un institut de recherche scientifique tel que le CEA, s'il te plaît ? Alors je vais reprendre la prose d'un stagiaire que j'avais eu, qui dans son rapport de stage avait mis un truc super intéressant. Donc Martin en fait, il avait conclu qu'en fait on était, en nous regardant de l'extérieur, on était à la fois facilitateur et élément perturbateur. Et je trouvais ça assez juste, donc je me permets de le redire. Mais je pense qu'il y a un petit peu ça en fait. Notre place, elle est dans mettre de l'huile dans les rouages, c'est-à-dire pouvoir faire, par exemple, communiquer un chercheur et un industriel, qui a des considérations qui sont toutes autres. Et finalement, rien que le showroom, ce rôle de médiation, c'est un petit peu cette facilitation-là, il y a un peu de ça déjà. Dans les projets aussi multipartenaires, on est aussi, je trouve, dans cette posture de simplifier les échanges, faire des méthodologies qui sont fluides, c'est aussi simplifier les échanges. Donc il y a clairement ce rôle-là. Et puis en même temps, élément perturbateur, c'est aussi être un peu on pose un peu les questions qui tâchent aussi, le graver dans la chaussure, poser la question de la pertinence de certaines technologies, pourquoi elle est mieux qu'une autre solution déjà existante. Voilà. Ça peut dérouter aussi les chercheurs. Et c'est aussi notre rôle de le faire. Donc c'est ce double jeu là qui est intéressant. Et puis après, la place du designer dans la recherche scientifique, il y a aussi une logique de tribu, parce qu'en fait on est quand même pas de la même tribu. Alors moi j'ai la chance entre guillemets d'avoir parlé l'ingénieur avant, donc il y a une communication aussi qui peut se faire simplement. Je parle de ça parce qu'il y a aussi toute une sémantique, une base de connaissances qui permet de plus simplement communiquer aussi avec les laboratoires. Donc voilà, faut aussi être un peu caméléon. Je pense la place du designer, elle est aussi en fait justement, je parle de caméléon, c'est pas vraiment une place, c'est plus dans les interstices en fait, parce qu'on vient essayer de communiquer
avec des labos parfois qui sont très différents, donc il faut vraiment pouvoir s'adapter, quoi. Et donc on est un peu en évolution permanente aussi. Et puis quand je parle d'interstice, c'est aussi qu'on a l'interstice entre les laboratoires, entre les chefs de projet innovation. Aussi parfois on est avec la direction commerciale, parce qu'il y a un enjeu, on peut aussi être en position de, pourquoi pas, aiguiller vers certaines technologies, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un regard transverse, contrairement aux labos qui sont plus dans des silos. Et puis aussi aux interstices, avec le bureau marketing dont je parlais, qui est un bureau qui fait des études vraiment de grande qualité au CEA depuis une vingtaine d'années, je crois. Et puis aussi forcément un lien un peu plus lointain, mais avec la communication. Donc voilà, on a un petit peu, c'est aussi le propre du design d'être un petit peu jamais dans une case. Donc je pense que pour ça on est on est vraiment dans la droite lignée d'autres entreprises, je crois. Le design est souvent perçu comme une activité qui permet de différencier des marques, d'améliorer des usages, mais au CEA, du coup, quels sont ses apports? Est-ce que ce sont plutôt des apports opérationnels, comme tu le disais tout à l'heure sur des démonstrateurs, ou plutôt vraiment stratégiques pour accompagner des startups, par exemple, issues du CEA? Ouais. Alors, je vais peut-être un peu me répéter, mais en tout cas, les apports, je pense qu'il y a ce que j'ai un peu évoqué avant, cette logique de passeur, en fait, d'information, et de simplifier la complexité. Je crois que, le CEA en lui-même, il y a 700 brevets qui sortent par an, il y a, ici, rien qu'à Grenoble, plusieurs milliers de chercheurs, donc il y a une accumulation de connaissances et de complexité finalement qui sort, qui fait qu'on a ce rôle, je pense, de simplifier aussi l'information, de synthétiser. Ça, c'est une première chose. Un apport, je pense que c'est aussi le regard extérieur, donc humain, systémique. Je le disais un peu tout à l'heure, mais pousser la techno dans ses retranchements. Je pense que ça, c'est vraiment un de nos rôles, quoi. Parce que parfois, c'est vrai que ça peut se comprendre aussi, mais les laboratoires développent leur technologie depuis plusieurs années. Ils ont aussi un peu la tête dans le guidon. C'est bien normal, ils sont experts dans leur domaine. Et nous, on les amène aussi à regarder un peu autour. Tiens, regarder telle techno concurrente. Est-ce que vous pensez que pour tel usage c'est pertinent? Donc voilà. Et je pense, moi je pense à un rôle qu'on doit avoir, c'est d'essayer d'être dans la justesse, en fait, quelle est la juste technologie pour quel usage, et ce matching là, en fait, je pense que ça fait partie de notre apport, voilà. La question du sens, de la pertinence, en fait, pour pas tomber dans quelque chose qui est vraiment du solutionnisme basique. Je pense que c'est ça notre apport. Et puis aussi un dernier point, mais je pense que voilà, qui est assez représentatif du design aussi, c'est le fait de passer rapidement à des solutions tangibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, notamment à Grenoble, ici, les laboratoires sont souvent sur des briques technologiques. Ce qu'on appelle des briques technologiques, c'est des technos isolés. Ça peut être un capteur, ça peut être une nouvelle typologie de batterie. Mais c'est vrai que du coup, c'est des éléments très isolés finalement, qui ne font pas un système en soi, qui ne font pas une solution. Et donc, nous, on pense tout de suite système, en fait. On pense tout de suite le global, quoi. C'est-à-dire comment ça va fonctionner dans l'absolu. Le capteur tout seul, en fait, il fait rien. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est vrai souvent, c'est nous qui finissons avec les fichiers 3D globaux, quoi. Quand il y a une conception de prototype, quelque chose comme ça. Donc voilà, tous ces trois apports, je pense, passeur, regard extérieur, et puis concrétiser rapidement, quoi. Très bien, merci. Donc il y a presque 2 ans, on a eu la chance de participer à l'inauguration du Y-Spot, cet espace dédié à l'innovation collaborative sur plus de 3000 m². Et depuis, est-ce que ça a changé les choses pour vous? Est-ce que les designers ont plus de visibilité ou pas du tout avec les chercheurs? Alors, pour être trop honnête, moi je dirais que dans l'activité de conception, alors j'englobe les designers et aussi les mécatroniciens, plus une personne vraiment qui est plus sur tout ce qui est technologie de réalité immersive, AR, VR, etc. Les concepteurs, en gros, au sens large, je pense qu'on est plus dans une continuité d'activité. Alors aussi parce que du coup on peut pas doubler le nombre de projets à effectif constant, donc voilà, il y a cet enjeu-là. Donc une forme de continuité. Après, ce qui change, je dirais, c'est que effectivement on est dans un grand bâtiment, on a cette chance-là d'être super bien installé, on est un peu des enfants gâtés, mais du coup on a dans un grand open space, donc il y a un lien qui se fait un peu plus naturellement aussi avec les chefs de projet innovation, qui eux sont vraiment des chefs d'orchestre de projet innovation. Il y a aussi, c'est vrai que le bâtiment du coup vient agglomérer
physiquement différentes entités qui avant étaient dispersées. Donc le showroom, 400 mètres carrés, un Fab Lab de 400 mètres carrés aussi. Et là, il y a aussi beaucoup d'espaces qui sont dédiés à des partenaires industriels. Donc, c'est comme si les partenaires industriels pouvaient aussi venir sur place, avoir leur bureau. Donc ça, forcément, c'est un peu cliché de dire ça, mais du coup, ça se croise dans les couloirs et donc forcément, il y a un lien qui se fait. Donc ça, c'est clair et net. Après, il y a aussi une fierté, parce que le bâtiment, du coup, c'est vrai que c'est quand même pas la même chose quand on rentre dans un grand bâtiment qui donne tout de suite une image en fait de l'activité versus un bâtiment un petit peu moins sympa, un plus ancien. Donc voilà, il y a ça, mais en tout cas, je pense que voilà, on a encore un braquet à passer aussi sur la communication de notre activité, et tout ça c'est en construction. Voilà, je pense que ça se fait pas en un claquement de doigts, mais voilà, tout ça se met en place. Et pour conclure, Bruno, de cet entretien, est-ce que tu peux nous dire si tu penses que l'équipe de designers est amenée encore à se développer, puisqu'on a compris qu'elle s'était déjà développée ces dernières années, et quelles sont pour toi les compétences les plus utiles pour travailler avec les chercheurs scientifiques? Ouais. Alors moi, j'aimerais beaucoup que ça se développe plus et plus vite, parce que voilà, c'est vrai qu'on est voilà, faut être humble, on est une petite équipe. Alors après, il y a des choses qui bougent parce qu'on était 2 en 2013. Et là, on est 7 en 2020, en comptant 2 alternants et 2 personnes donc qui sont à Toulouse, parce qu'il y a un Westpot à Toulouse. Donc voilà, donc ça c'est un peu un combat de tous les jours aussi, parce que je mentionne qu'il y a une question de reconnaissance des diplômes au CEA. C'est-à-dire que le design au CEA, c'est quand même un petit peu extraterrestre. Donc là, en 2016, on avait fait une première salve de reconnaissance d'une certaine série de diplômes en design. Mais tout ça, c'est des processus très longs, donc c'est-à-dire que c'est un peu le revers de la médaille d'une grosse structure comme le CEA, c'est qu'on a une chance incroyable, des infrastructures super, des sujets passionnants, etc. Mais bon, forcément, c'est une grosse machine, donc pour changer des choses, faire reconnaître des diplômes, etc., ça se compte en années, en fait. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, c'est pas très satisfaisant, voilà, c'est pas gratifiant tout de suite. Voilà, donc ça c'est le développement, il se fait aussi sur d'autres choses. Enfin, on verra. J'espère qu'il y aura des embauches à l'avenir. Mais moi, depuis 2 ans aussi, du coup, j'ai un rôle un petit peu plus, on va dire, d'animateur, responsable de la thématique du design. Et c'est aussi sur le choix des compétences en design qu'on choisit que ça se construit. Donc voilà, c'est vrai que là, on a une équipe, donc je suis un peu fier là, qui est en train de se construire, où on a vraiment des gens qui viennent d'horizons assez variés, où on est vraiment super complémentaires. Donc en plus, c'est souvent des moutons à 5 pattes qu'on prend, parce que des gens qui ont parfois une base scientifique, donc beaucoup de personnes qui, par exemple, ont fait une licence de physique et après une école de beaux-arts et après design. Il y a des gens qui viennent de milieux techniques, qui ont derrière fait du design. Donc des aspects, enfin voilà, des profils un petit peu moutons à 5 pattes qu'on aime bien. Le radar de compétences s'élargit aussi là, avec une personne qu'on va embaucher qui arrive là en novembre, qui a plus un profil, qui bossait dans une grosse entreprise française, mais plus un profil enquête terrain, enfin design research, enquête utilisateur, qui vient aussi bien compléter notre panel de compétences. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui se construit, qui se structure, et puis on vient environner ça aussi avec des liens avec des écoles qu'on essaye de construire. Donc là, il y a un lien notamment intéressant avec le pôle design de Villefontaine, notamment avec le DSA, qui se construit assez bien, et on est en train de voir pour mettre en place un workshop assez récurrent, justement sur une sorte de laboratoire des démonstrateurs. Comment est-ce qu'on envisage le démonstrateur aujourd'hui, demain, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait évoluer ça. Et puis aussi, là, on est en train de voir pour une thèse possible avec l'ENSI. Donc voilà, un peu d'hameçon jeté par-ci par-là. Et évidemment, le mieux, ce serait voilà, d'avoir quelques designers en plus. C'est sûr que ce serait génial. Et puis après, les compétences les plus utiles pour travailler avec des chercheurs, bon, ce que je tiens à dire, je l'ai déjà dit au début, mais je pense que c'est un milieu très bienveillant. Donc c'est sûr qu'on se fait pas taper dessus si on sait pas les choses. Enfin voilà, c'est quand même accueillant. Cependant, pour que ce soit fructueux, je pense qu'il faut vraiment avoir une base scientifique. Ça, c'est presque une condition sine qua non, en fait, ou au moins une curiosité pour les sciences et les technologies. Sinon, c'est sûr que le dialogue va pas se faire. Ça peut être possible.
De l'humilité aussi, parce qu'on se rend compte surtout qu'on connaît très peu de choses en discutant avec des tonnes d'experts. Hein. Et puis cultiver, je pense, une forme de différence, c'est arriver à rester, à garder ce regard en fait décalé, orthogonal de designer, parce que c'est vrai qu'il faut bien voir les masses. Hein. Les masses, c'est qu'il y a des milliers de chercheurs et on est, comme je l'ai dit, 5 designers à Grenoble. Donc faut pas se laisser emporter dans le courant. Et donc voilà, je pense que ça c'est aussi voilà, garder cette identité de designer, voilà, cette humilité face à toutes ces connaissances. Et puis voilà, la base scientifique, je pense que c'est ce qui est vraiment très spécifique à Chêne, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré. Merci à toi. Pour ce premier épisode de podcast sur le design intégré organisé par la CDI. Merci Bruno. Au revoir. Merci.